J'éteins complètement mes émotions, j'éteins qui je suis, jusqu'au jour où ça craque. Personne n'a compris. Déjà, je ne comprenais pas personnellement ce choix, mais ça a été le meilleur choix de ma vie. Dans 3 semaines, tu pars en Tanzanie et tu vas atteindre le sommet du Kilimandjaro le jour de tes 30 ans, le 24 octobre. Je suis dans un équilibre qui, moi, personnellement, me convient à 100% et je suis très très loin de la Mathilde qui a fait son burn-out. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut et bienvenue à toi dans ce premier épisode. Je suis très très heureuse d'enfin lancer ce podcast. Cela fait bien trop longtemps que j'avais envie de le créer. Donc j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, j'ai une liste d'invités avec des parcours de vie tous plus inspirants les uns que les autres. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à retenir de leur parcours. Et j'espère qu'ils vous inspireront autant qu'ils ne m'inspirent personnellement. Voilà. Mais avant de leur passer mon micro, j'ai décidé de faire un épisode personnel où je vous raconte mon histoire, mon parcours. Alors c'est parti. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous raconter tout ça. Je suis française, j'ai grandi en France, mais pas que. J'ai eu 3 ans d'expatriation entre Montréal et Los Angeles quand j'étais plus jeune, ce qui m'a permis de découvrir aussi d'autres pays et probablement ce qui m'a donné le goût du voyage. Donc une enfance assez atypique de mes 7 à mes 10 ans, mais qui l'était beaucoup moins par la suite. Du coup, je suis rentrée en France en 6e, et j'ai eu un parcours assez classique d'enfant modèle, je mets des énormes guillemets sur ce mot, avec des facilités en maths et en physique, ce qui m'a amené à faire un bac S, et ce qui m'a amené ensuite à faire une école d'ingénieur. Et c'est là que j'ai envie de commencer à vous détailler un petit peu mon parcours. Donc je suis rentrée dans cette école, qui est l'EPF, anciennement appelée École Polytechnique Féminine, qui est mixte depuis une 30aine d'années maintenant, et qui est une école d'ingénieurs généralistes, qui se fait en 5 ans. Donc la classe préparatoire, les 2 années de prépa, se font intégrer à l'école, et en fait c'est du contrôle continu. C'est si on passe l'année, on valide l'année, et ben on passe à l'année suivante, et c'est comme ça pour les 5 années, pas de concours à passer. Donc je rentre en première année, moi qui pensais être bonne en maths et en physique, je me rends compte qu'il y a bien plus fort que moi, et que, que les maths et la physique, ça me passionne qu'à un certain point, mais d'en faire des dizaines et des dizaines d'heures par semaine, ce n'était pas probablement ma passion, ni mon talent. J'avoue avoir pas mal galéré pendant cette première année et avoir remis enfin beaucoup de choses en question, puisque jusqu'alors, mon parcours était exemplaire, je remets des guillemets, dans le sens où j'ai toujours passé mes années assez facilement, j'ai jamais eu vraiment de difficultés à l'école, et j'étais une enfant assez sage, irresponsable jusqu'alors, qui ne s'était jamais posé la question de ce qu'elle avait envie de faire dans la vie, mais qui était plutôt sur des rails et qui suivait la voie qui lui était présentée sur un plateau doré. Et je me sentais assez chanceuse, en fait, d'avoir eu des facilités justement dans les matières scientifiques pour m'amener sur cette voie qui me paraissait beaucoup plus simple que certains de mes amis qui peut-être avaient plus de passion pour les lettres ou pour l'art, et qui se retrouvaient confrontés à des choix d'études qui étaient pas très poussés par la société ni par l'école, voire leur environnement familial, alors que moi, c'était tout l'inverse. Tout me poussait à aller vers cette voie. Et enfin, en cette première année d'ingénieur, je commence à remettre en question tout ce choix, mais avec aucun plan B. Et si c'était pas ça, c'était quoi d'autre ? Je vais vers cette fin de première année, je passe les partiels, je suis quand même dans les derniers de promo, ce qui soulève un problème à la fin de l'année, qui est est-ce que je vais pouvoir passer en seconde année, puisque c'est du contrôle continu. Il faut savoir aussi que cette première année, elle est très difficile. On est sur une charge de travail qui, en effet, peut-être n'est pas exactement la même qu'en classe préparatoire classique, mais quand même assez similaire, et en termes de niveau de maths et de physique, très très semblable. On est sur des matières très complexes qui demandent de beaucoup muscler son cerveau et qui demandent beaucoup de temps d'apprentissage, ce qui fait que je commence à mettre complètement ma vie de côté, et je suis dans un déséquilibre total entre, en effet, je passe la plupart de mon temps sur des choses qui ne me passionnent pas, sur lesquelles je n'ai pas l'impression d'exceller, je galère, clairement, et potentiellement, je ne vais pas passer en 2e année.
Je décide de demander de l'aide et de demander surtout conseil à un élève qui était en 4e ou 5e année à cette époque-là, en lui expliquant que voilà, je remets en doute, mon choix, d'études et voilà, si lui pouvait me donner un peu un feedback aussi, de son parcours et me rassure en me disant: «C'est normal que tu galères, c'est normal, que tu n'aimes pas ça». Donc il finit par me dire: «Accroche-toi, ça vaut le coup à la fin». Et ces mots, je les ai incarnés d'une manière assez malsaine sur cette 2e année, même d'ailleurs sur cette fin d'année parce que du coup, j'ai donné un énorme coup de collier pour pouvoir passer les partiels. J'ai réussi à passer en 2e année et j'ai commencé cette 2e année avec une mentalité de warrior et de battante et de sacrifice pour m'accrocher parce que ça vaut le coup à la fin. Là, je me rends rapidement compte que la 1re année, c'était une certaine charge de travail, mais la 2e, c'était bien, bien pire. Mais je me mets au challenge et je sais que ça vaut le coup à la fin, donc je m'accroche. Je m'accroche, je m'accroche. Je n'ai quasiment plus de vie à ce moment-là, parce qu'en plus, du coup, je n'ai pas spécialement de facilité, donc j'ai l'impression de devoir beaucoup plus travailler que les autres pour arriver au même niveau. Donc vraiment, je sacrifie entièrement ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui faisait du sport, qui faisait, du piano, beaucoup de piano, de la musique et tout cet aspect-là de ma vie, je le sacrifie entièrement pour ces études. Mais ça me paraît tout à fait normal, puisqu'en plus, je ne suis pas du tout la seule à faire, ça. On est, tous dans le même bateau et on avance. Donc j'avance dans cette 2e année où j'éteins complètement mes émotions, j'éteins qui je suis, jusqu'au jour où ça craque et j'ai fini par craquer en fin de 2e année, au moment des partiels, où là, j'ai fait un burn-out. Alors j'en étais pas du tout consciente, à ce moment-là, qui a été diagnostiqué, bien plus tard. Je pense que c'est difficile d'identifier un burn-out quand on est dans un environnement où c'est complètement normalisé de travailler 80-90 heures, 100 heures par semaine, jusqu'à épuisement pour justement nous tester en tant que personne, pour nous construire un cerveau. Alors oui, c'est sûr, hein, j'ai jamais autant utilisé mon cerveau de ma vie pendant ces 2 premières années-là, ça c'est clair et ça m'a énormément appris et aujourd'hui je garde énormément de cet apprentissage et je garde un cerveau musclé, si on peut dire, mais ça m'a demandé des sacrifices sur ma santé mentale. Donc je finis cette, 2e année, je passe l'été, je pense, à récupérer de ce burn-out et je repars en 3e année où là, enfin, la charge de travail diminue par 2 voire 3 et je me retrouve à avoir une vie un peu plus normale. Je reprends une vie sociale, je reprends des activités, ça me fait du bien et ça me sauve, en fait. Je peux enfin récupérer mon énergie et continuer à avancer, sur ce projet qui était d'être ingénieure à la fin de ces études-là. Donc je passe cette 3e année, ça se passe bien, mieux en tout cas, mes notes s'améliorent et je suis plus en phase aussi, avec tout ça, mais la passion n'est toujours pas là, ça c'est sûr et évident et je suis toujours dans une phase où j'y vais mais à contre-cœur, mais j'y vais quand même. J'arrive en 4e année où il faut se spécialiser et là je choisis une spécialisation en management. En effet, j'ai bien compris que la physique et les maths, c'est pas ma came, donc je prends une option qui est générale et qui semble m'intéresser beaucoup plus et donc je rentre dans cette option-là. Je fais un 1er stage dans le luxe qui me plaît. J'arrive, du coup en cette 4e année, je commence les cours et au milieu de cette 4e année se passe un événement qui a bouleversé ma vie, qui a été, l'AVC de mon papa, qui a fait un AVC du coup en Indonésie, pendant un voyage d'affaires et qui a été pris très tardivement. Donc il se retrouve aujourd'hui avec énormément de séquelles malheureusement et un fort handicap, mais il est là. Et il a survécu, mais ma vie change du tout au tout à partir de ce moment-là. Donc il se fait en fait, réapatrier sur Singapour pour avoir des meilleurs soins, ce qui fait que moi je vais passer 1 mois à Singapour et que j'arrive dans un continent que je ne connais absolument pas qui est l'Asie. Je débarque sans connaître, l'Asie, sans connaître Singapour, dans un moment, où j'étais très, très bouleversée et je me retrouve à passer 1 mois à l'hôpital, en attendant de pouvoir réapatrier mon papa, du coup en France. Et comme on ne pouvait pas faire grand-chose avec ma famille, et ben, on s'est mis à, du coup, se balader dans Singapour, essayer de se ressourcer, essayer de se changer les idées. Et là, je découvre l'Asie, en fait. Et là, enfin l'Asie, je découvre Singapour, certes, mais je découvre aussi l'Asie. Et là, je me retrouve dans un environnement qui me plaît énormément. Je suis très intriguée et j'ai un véritable coup de cœur pour cette atmosphère et il y a quelque chose auquel je connecte. Il y a quelque chose, je ne saurais pas dire quoi, mais ça me correspond. On rentre en France, il entame la rééducation. Moi, je continue mes études, j'avance, je passe en 5e année. Là, je me spécialise en logistique industrielle. Je finis cette 5e année, je vais faire un stage à New York, toujours dans le luxe, qui était un domaine qui m'intéressait beaucoup,
À l'époque, ma grand-mère a travaillé dans le luxe. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'intriguait, qui m'intéressait. Donc là, je pars à New York pour 6 mois. Et là, je déteste mon stage. Là, je ne comprends pas ce que je fais là. Je m'ennuie, j'ai l'impression d'être vide de sens. Et là, je commence à avoir les premières prémices de questionnement et de réalisation que peut-être que pour moi, ça ne valait pas le coup à la fin. Peut-être qu'en effet, je me sacrifie depuis ces 5 dernières années pour quelque chose qui ne me correspond absolument pas. Et je commence à me rendre compte que je me suis engagée dans quelque chose qui n'est pas moi. À ce moment-là, je suis à New York et du coup, je décide de prendre mon appareil photo et de passer les week-ends à explorer New York. Et là, les premiers moments de passion pour la photographie, le voyage, l'exploration commencent à apparaître. J'étais déjà quand même passionnée de voyage et le fait d'avoir vécu à l'étranger déjà m'avait donné le goût de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner. Mais c'est vraiment à New York, en tant qu'adulte, pour la première fois que je faisais ça en solo et j'ai adoré. Et là me vient vraiment la passion pour la photo, la photographie de rue, le portrait. Et là, je commence vraiment à me passionner. Je commence à enfin créer et m'exprimer à travers la photographie. Donc, c'est vraiment un cap pour moi en termes de photo, mais aussi en termes de voyage, parce que c'est le premier voyage solo que je fais, où j'habite à l'étranger. Alors, j'avais habité du coup déjà aux États-Unis et au Canada, je connaissais, mais j'étais petite. Là, c'était vraiment ma démarche. Donc, je rentre en France, j'obtiens mon diplôme, et en effet, là, je me mets à chercher du travail et à me dire, bah, ça y est, ça va valoir le coup à la fin. Là, ça y est, je suis à la fin. Je vais enfin trouver la valeur de tout ce sacrifice depuis ces 5 dernières années. Et là, j'épluche les candidatures, les offres. C'est complètement fade et j'irais même jusqu'à dire que ça me repousse. J'ai un sentiment de devoir vraiment prendre du recul. Il y a tout mon corps qui me dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais il y a tout mon engagement de ces 5 dernières années, ma famille, puis toute la société. Quand même, si t'as fait 5 ans d'études pour être ingénieur, c'est quand même pour être ingénieur derrière. Et non, je passe plusieurs mois en conflit complètement avec moi-même jusqu'au jour où je finis par dire à mes parents, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous continuez à m'héberger un petit peu plus longtemps, mais je fais une pause sur tout ça, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul. Et là, je me décide à faire quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire suivre complètement ma curiosité et mon instinct. Et là, je me mets à faire que des choses qui me donnent du plaisir. Donc, j'apprends la couture, c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Je me remets complètement à la photographie et je me repassionne et je sens qu'il y a une fibre, il y a quelque chose qui me parle avec la photo. Et je me mets aussi à reprendre le piano, la musique. Et, je lance une chaîne YouTube avec un ami avec un ami, on reprend des musiques de films et de séries au piano et au violon. Voilà, il y a beaucoup de projets comme ça que je voulais faire depuis longtemps, que je mets enfin en exécution parce que j'ai le temps. J'ai le temps de me laisser vivre et j'ai le temps d'explorer ce que j'ai envie de faire pour la première fois depuis très très longtemps. Et tout d'un coup me vient une idée de start-up, en lien avec la musique d'ailleurs, et du coup je me mets à travailler dessus, à monter un business plan, à aller à des start-up week-ends. Il y a un truc dans l'univers de la start-up qui m'intrigue, qui me plaît. En fait, avec le recul, maintenant je sais, c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir être aux commandes de ma vie et de mon emploi du temps et de mon propre projet. C'est tout ça qui m'intéresse. Le projet en tant que tel, un peu moins. Je finis par trouver un partenaire pour exécuter l'idée parce que moi, personnellement, je n'avais pas les compétences de réaliser cette idée-là, jusqu'au jour où le partenaire me lâche. Et là, du coup, je remets complètement en question aussi le projet et me vient l'opportunité de me dire, bah non, c'est peut-être pas ça. Alors arrête. Et maintenant, tu vas faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu vas demander de l'aide. Et là, je suis passée par une association qui s'appelle Mon Job sur Mesure, qui est une association qui se spécialise pour les jeunes entre 18 et 30 ans, je crois, qui sont en remise en question de choix professionnels, pour les aider à justement retrouver leur voie et retrouver du sens, et réaligner leur vie professionnelle avec qui ils sont. Et du coup, je passe un coaching en MBTI. Alors, je sais pas si vous connaissez le MBTI, mais c'est un test de personnalité qui se base sur 16 personnalités différentes. Et là, je découvre que je suis INFJ. Et là, je pars sur 4 mois de coaching sur la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, globalement. Petite question. Hein. Et là, j'ai tout le temps du monde à me consacrer là-dessus et je décide de m'y consacrer très fortement et je passe par une phase d'introspection. Je ne connaissais pas l'introspection jusqu'alors et là, j'y vais à fond. C'est-à-dire que je vais en quête et en exploration de qui je suis, ce que je veux faire et j'essaye de trouver du sens à tout ça. Et au bout de ces 4 mois de coaching, j'en ressors mais enrichi de connaissances sur moi-même. Je me sentais beaucoup plus en confiance avec qui j'étais. Je me sentais beaucoup plus libérée, mais toujours pas avec l'idée de où je veux aller. Et je laisse passer 2 mois comme ça dans ma tête après ce coaching à continuer à m'introspecter toute seule. Et tout d'un coup me vient
Je me souviendrai toujours de ce moment-là, mais vraiment, c'était très intense. Je me suis levée un matin et j'ai dit, c'est plus possible. Là, il y a ton instinct qui te dit quelque chose depuis des mois. Tu l'écoutes et t'y vas. Et là, mon instinct me dit, lance-toi en tant que photographe et pars en Corée du Sud. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais en effet, c'était exactement ce qu'il me fallait. Après analyse, maintenant, j'arrive à comprendre ce choix. Il est complètement lié à Singapour, puisque j'avais un coup de cœur pour l'Asie. Il me fallait de la nouveauté. Il me fallait repartir de zéro. Et il me fallait un pays loin de choses que je connais déjà et une nouvelle chance. Et du coup, je décide d'y aller à fond. Donc, je lance mon entreprise de photographie en France pour devenir photographe portraitiste. Je fais les démarches pour demander un PVT, donc un permis vacances-travail à Séoul pour 1 an, ce qui me permettait de travailler et de vivre dans le pays pendant 1 an. Et je pars à Séoul le 11 juin 2019 pour commencer le début de ma nouvelle vie avec toute la foi en l'avenir que j'avais et la promesse que je m'étais faite qui était t'y vas à fond et tu te prouves que tu peux le faire. Et tu te le prouves à l'autre bout du monde, dans un pays où tu connais pas la langue et dans un continent que tu connais quasiment pas et dans une culture que tu ne connais pas spécialement d'ailleurs parce que je n'avais pas j'avais une amie qui revenait d'un PVT en Corée, ça m'avait intriguée en effet. J'avais fait quelques recherches et en effet ça me paraissait être tout à fait une ville qui me plairait. Mais j'avais pas eu d'introduction réellement à la culture coréenne avant, je regardais pas de drama, j'écoutais pas de K-pop, ni rien. Donc c'est venu un peu de nulle part. Quand j'ai expliqué ça à ma famille et mes amis, personne n'a compris. Déjà, je ne comprenais pas personnellement ce choix. Mais ça a été le meilleur choix de ma vie. Avec le recul, ça a été le meilleur choix de ma vie. Et donc là, je pars 1 an en Corée du Sud. Je vis de la photographie au bout de 3 ou 4 mois. Je me prouve qu'en effet, je peux être photographe, que je peux vivre dans un pays étranger, que ça m'intéresse toujours d'ailleurs d'explorer une nouvelle ville, un nouveau continent, de nouvelles cultures. Il y a vraiment une passion derrière, il y a quelque chose qui m'intrigue, il y a quelque chose qui me fait vibrer là-dedans. J'ai rencontré des gens, mais qui font partie des meilleurs gens qui existent sur cette terre. Et cette année était vraiment extraordinaire. Donc vous me voyez venir, le 11 juin 2019, il n'y avait pas encore de Covid. Le Covid est arrivé très rapidement en Corée, ça a été le 2e pays touché, je crois, après la Chine. Et donc je me retrouve à Séoul avec toute cette tension qui commence à naître dans la ville et dans le pays. Il n'y avait pas de confinement, j'étais pas confinée, mais du coup quand même une atmosphère un peu spéciale et surtout, la photographie s'arrête. J'étais également prof de photographie et de couture au lycée français de Séoul. Toutes les activités se sont arrêtées. Du coup, je me retrouve dans une situation où financièrement, je pouvais encore composer, mais ça commençait à peut-être être un petit peu compliqué. Et surtout en termes de visa, pas du tout de possibilité d'étendre, pas de possibilité de revenir même en tant que touriste. Et donc, je me retrouve le 11 juin du coup 2020, 1 an pile après mon visa, à devoir rentrer en France, chez mes parents, à devoir refaire un plan pour l'avenir. Mais comme je venais de me prouver pendant cette année-là que je pouvais tout recommencer de zéro, j'étais pas si inquiète que ça, et je sentais qu'il y avait autre chose. Et en fait, je me mets à m'intéresser au digital nomadisme, et je fais beaucoup de recherches, et je me rends compte que c'est vraiment un mode de vie que je veux. Donc là, je me rends compte que de vivre de la photographie tout en voyageant, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Et donc là, je me décide à faire des recherches et monter un business en ligne pour que je puisse avoir une activité que je gère de n'importe où, pour pouvoir vivre de cette activité-là tout en voyageant et continuer la photographie aussi en parallèle, de pouvoir composer 2 activités qui me rapportent de l'argent. Voilà, je voulais plus dépendre de la photographie pour vivre. Et je m'intéresse à la création de livres en ligne sur Amazon. Et du coup, je me mets à créer des livres d'activités pour les enfants, que je réalise toujours d'ailleurs, ça fait maintenant 2 ans. Et c'est une activité qui est très créative. Je me mets à m'intéresser beaucoup au design. Il y a un truc qui s'imbrique bien. Et je me mets du coup confinée en France pendant le 2e et le 3e confinement à faire ça. Voilà, et je me mets corps et âme à la création de livres et j'essaye de voir si je peux en vivre, quoi. Et très rapidement, au bout de 3 mois, j'ai réussi réellement à vivre de ça. Et je me prouve qu'en effet, c'est possible. Et maintenant, j'ai une activité que je peux contrôler depuis n'importe où et que c'est bon, maintenant, je peux voyager. Et donc là, je décide de partir au Mexique, à Playa del Carmen, et je vis cette vie de digital nomade pour la première fois. Alors c'est sûr que cette expérience à Séoul, c'était une forme de voyage et d'expatriation, un peu un entre-deux. Donc j'avais déjà commencé à voyager et réellement gagner ma vie en voyage, mais vraiment le côté digital n'était pas là, et là fait complètement sens, et je me rends compte que là, je suis dans un équilibre de vie qui me correspond, mais à 3000%, où je suis à la fois entrepreneur, je gère mon emploi du temps, je travaille quand j'ai envie,
Je suis sur une activité qui m'intéresse, qui me plaît. Je suis en pleine créativité, je sais que j'en ai besoin. Je continue à faire la photographie, je continue aussi à vivre de la photo un petit peu en parallèle, même si du coup, j'ai rééquilibré différemment mes rentrées financières. Mais je continue à du coup faire des photos de voyage, à explorer un nouveau pays, une nouvelle culture. Je suis dans un équilibre qui, moi, personnellement, me convient à 100% et je suis très très loin de la Mathilde en 2e année d'école d'ingénieur qui a fait son burn-out. Et là, je vis pour la première fois des moments d'épanouissement intenses qui me confortent dans l'idée que j'ai fait le bon choix. Donc je voyage dans le Mexique, je voyage à Mexico, je voyage aussi dans le sud du Mexique à San Cristobal de las Casas. Après, je descends en Guatemala pour une petite semaine où je gravis un volcan en éruption. Si vous connaissez mon compte Instagram, vous avez certainement déjà vu les photos. Et puis je monte aux États-Unis et au Canada pour visiter du coup de la famille aux États-Unis et visiter mon frère à Montréal. Et là, je passe encore 2 mois à Montréal et je rentre en France. Et je viens de me prouver pendant les 6 derniers mois que j'ai réussi à vivre de mon activité en ligne, de la photo et du voyage. Je rentre en France, je passe les fêtes de fin d'année. Tout d'un coup, la Thaïlande réouvre. Et là, je décide de partir en Thaïlande. Arrivée un petit peu compliqué, mais je finis par arriver à Chiang Mai. Et là, je rencontre d'autres digital nomades. Alors c'est vrai qu'au Mexique, j'en avais rencontré un petit peu, mais j'avais pas réussi à créer une vie sociale, alors qu'à Chiang Mai, mon expérience a été complètement différente. C'est très grisant et très kiffant de voyager solo, et c'est quelque chose que j'apprécie toujours, mais en termes d'équilibre, ça me manquait. Et là aussi où ça a changé beaucoup de choses, c'est d'être avec d'autres entrepreneurs qui ont un mindset assez similaire au mien, et qui me font aussi découvrir un peu les étapes d'après, en termes de business. Je commence à projeter des choses beaucoup plus loin, je commence à avoir des idées qui commencent à naître, des envies aussi différentes, peut-être que des livres d'activités pour les enfants, et je commence à comprendre un monde dans lequel, en fait, j'avais juste trempé les doigts de pied, mais il y a toute une mer derrière. Et là, en termes d'épanouissement, je dépasse complètement ce que j'ai pu expérimenter au Mexique, et je me retrouve vraiment dans une vie très, très alignée. Donc après ces 5 mois en Thaïlande, je suis rentrée en France pour visiter ma famille, puis je suis partie à Budapest avec certains digital nomades que j'avais rencontrés ici à Chiang Mai. Je dis ici parce que je suis revenue à Chiang Mai, je vais vous expliquer ça un peu après. Et du coup, je me retrouve à Budapest, et 1 mois avant mes 30 ans, me vient un projet assez énorme, qui est celui de gravir le Kilimandjaro. Sauf qu'on est, je crois, autour du 19 septembre à ce moment-là, quand l'idée commence à me venir, et mon anniversaire est le 24 octobre. Je décide de faire des recherches pendant tout le week-end et savoir si c'était faisable, si c'était pas trop tard pour moi de m'organiser. Est-ce que j'avais le physique pour gravir le Kilimandjaro à l'heure actuelle? Je commence à avoir les réponses à mes questions et je commence à avoir les feux verts. Et là, du coup, oui, je crois le 21 septembre, je décide de m'engager dans ce projet. J'arrête tout. Et c'est là aussi où je comprends la puissance d'avoir son propre business et d'avoir autant de contrôle sur mon emploi du temps et de mon environnement pour pouvoir justement me faire la place pour organiser ce genre de projet et me dire, en effet, dans 3 semaines, tu pars en Tanzanie et tu vas gravir le Kilimandjaro et tu vas atteindre le sommet du Kilimandjaro le jour de tes 30 ans, le 24 octobre. Je l'ai fait. Et ce sera d'ailleurs un épisode à part entière. J'ai bien envie de vous raconter toute mon expérience du Kilimandjaro, de l'idée jusqu'à l'exécution, parce que c'est une décision qui s'est prise 3 semaines avant le départ. Mais pour faire le lien avec ce podcast, et si vous n'avez pas écouté encore l'épisode d'introduction, le nom de ce podcast, Pole Pole, vient directement de mon expérience au Kilimandjaro, parce que Pole Pole en swahili veut dire doucement, doucement. Et ce sont 2 mots qui nous sont répétés vraiment du début à la fin pour nous inciter à ralentir, pour nous économiser en fait, parce que si on marche trop vite et qu'on marche à un rythme normal de marche, on ne tiendra pas sur 8 jours et on n'atteindra pas le sommet, parce qu'il faut s'économiser, et il vaut mieux prendre son temps, manager son effort pour pouvoir être certain d'atteindre le sommet. En effet, d'aller plus vite, ça allait pas m'amener en haut. Les guides nous racontaient d'ailleurs que les gens avec de forts égos, qui voulaient vraiment aller plus vite que tout le monde, quitte à ne pas s'écouter et surtout ne pas écouter les guides et les porteurs qui ont plus d'expérience dans ce domaine, font partie des gens qui échouent le plus leur ascension. Mais au-delà de l'effort, Pole Pole, c'est aussi ralentir pour pouvoir profiter, mais aussi apprécier l'expérience. C'est pas tous les jours qu'on gravit le Kilimandjaro, c'est pas tous les jours qu'on a accès à ce genre de paysage. Et en effet, j'aurais pas apprécié mon expérience de la même manière si j'avais pas été Pole Pole. Là, je me suis rendu compte que cette philosophie, elle s'appliquait à beaucoup de choses dans la vie, et pas uniquement à la montagne. Et que les Tanzaniens l'avaient bien compris. Et que tout compte fait, je l'avais déjà compris aussi.
depuis ce moment où j'ai pris un billet d'avion pour aller à Séoul, que j'ai décidé de me redonner une chance et de reconstruire ma vie par rapport à qui je suis et pas autant influencée par un environnement extérieur. Et c'est tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. C'est vous partager des histoires de vie de gens qui ont décidé de ralentir pour aller plus loin et plus haut, qui sont devenus indépendants pour la liberté que ça offre, et ils ont redéfini leurs propres règles par rapport à qui ils sont, autour du lifestyle qu'ils veulent, autour des passions qui les animent, mais aussi à leurs projets professionnels pour laisser la place à leur créativité, pour pouvoir créer des projets qui les épanouissent et avoir plus de sens dans leur vie. D'ailleurs, je suis également en train de relancer de nouveaux projets. Je suis actuellement en formation pour devenir coach et vous accompagner à trouver justement plus d'équilibre dans votre vie. Je vous en parlerai très très prochainement. Stay tuned. Mais c'est en effet un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui personnellement m'a énormément impacté avec ce coaching que j'ai fait il y a maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre l'appareil à d'autres qui en auront besoin. En attendant, je vous retrouve dans 2 semaines pour la première interview d'Ella, qui est authentificatrice de biens de luxe de seconde main et qui fait tout ça en tant que freelance et à distance. Elle a un parcours complètement atypique et elle est une des personnes qui m'inspire le plus à l'heure actuelle. Donc j'ai bien hâte de vous partager notre interview. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les épisodes, à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, à Polé Podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, Polé.